OK, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre webinaire sur perspective climatique. On va commencer dans une couple de minutes. On va donner un peu de temps à d'autres personnes de nous joindre. Euh, Pendant qu'on attend que tout le monde se joigne à nous, je demandais si on peut vous poser une couple de questions. Alors, on va mettre des questions sur Zoom. Alors, en commençant, on aimerait savoir ici aujourd'hui qui connaît perspective climatique. Et puis, si vous utilisez déjà perspective climatique, alors on aimerait savoir si vous venez avec un peu d'expérience. Et puis, on va poser les mêmes questions à la fin de ce webinaire pour voir si ça a changé avec la présentation qu'on vous propose aujourd'hui. Alors, vous devrez pouvoir voir les questions sur votre écran si vous pouvez les répondre. Ce serait super. On est toujours très intéressés de voir à qui on parle. Et puis, je vais aussi prendre un moment pour vous dire bienvenue et aussi pour introduire l'équipe. Aujourd'hui, moi, c'est Kernes McGoldrick. Je suis avec l'équipe d'ICLEI Canada et je vais faire une petite introduction aujourd'hui, mais finalement, je donne la parole euh, à mes collègues. Alors, il y a Sherry Young, qui est la directrice du projet pour Perspective climatique. On a aussi avec nous aujourd'hui Trevor Mockler et Émilie Grenier, qui vont nous parler des nouvelles fonctionnalités de Perspective climatique et aussi de la boîte de la trousse à outils climat du Canada. Et puis, j'ai mes collègues Anne-Marie Legault et Adrienne Cutler aussi qui sont ici pour nous mettre plus d'informations puis nous aider avec le côté technique, le côté questions-réponses dans lequel on va se rendre après les présentations. Alors, je crois que je vais commencer. On voit qu'on a on a un bon nombre de personnes avec nous maintenant. Alors, je vais partager mon écran. Puis encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, on vous parle de perspective climatique. Alors, si vous ne connaissez pas Perspective climatique encore, c'est une plateforme gratuite en ligne qui est conçue pour aider les utilisateurs à comprendre les risques climatiques et à utiliser ces informations pour informer les décisions, pour pouvoir bâtir dès aujourd'hui pour un avenir en mutation. Alors, en vue des changements climatiques, du côté de la réduction des émissions en carbone et aussi pour augmenter la résilience au changement climatique. Alors, la plateforme Perspective climatique est gratuite et c'est une collaboration entre ICLEI Canada et Logement, Infrastructure et Collectivité Canada, qui est financée en partie par le gouvernement du Canada. Et puis, pour commencer, évidemment, dans Perspective climatique, comme tout nos travaux, à ICLEI Canada, on sait que la réconciliation est un élément fondamental pour bâtir des communautés équitables, sobres en carbone et résilientes. Alors, le travail qu'on fait, c'est fait sur toute l'île de la Tortue, qui est le milieu de vie de plusieurs peuples autochtones depuis les temps immémoriaux. Alors, nous sommes déterminés à renforcer les relations avec les groupes autochtones, les communautés autochtones, euh, en travaillant sur perspective climatique d'une manière continue dans notre travail. Alors, c'est quelque chose à garder en tête aujourd'hui au cours de notre présentation. Donc, Perspective climatique est assez nouvelle. On a célébré un an de la plateforme il y a une couple de semaines à la fin du mois d'octobre. On a lancé la plateforme au mois d'octobre 2024 et puis c'est un projet qui se déroule pendant 4 ans. Alors, c'est une plateforme qui évolue continuellement. On fait des grandes mises à jour à peu près chaque 6 mois. Alors, on vient d'en faire une à la fin du au début du mois d'octobre cette année, justement. Alors, on fait des mises à jour chaque 6 mois au cours des 4 ans et on met aussi du nouveau contenu en ligne sur la plateforme à chaque mois. Alors, c'est vraiment un projet qui évolue pour répondre aux besoins des utilisateurs, de ceux et celles qui travaillent sur des projets d'infrastructure et de logement dans tout le Canada, surtout au niveau des collectivités, mais ça peut être des consultants, des NGO, n'importe qui aide avec ça. Alors, euh, sur l'écran, vous allez voir une petite chronologie de la plateforme. Aujourd'hui, on se trouve le 12 novembre 2025. Alors, on vient juste de mettre à jour des nouvelles fonctionnalités dont on va vous présenter dans une couple de minutes. Et puis, il y a aussi une nouvelle
un nouvel ajout qui vient juste de se faire. On a rajouté une couche géospatiale à notre carte sur la précarité énergétique qui est très, très intéressante. Alors aujourd'hui, vous êtes les premiers à pouvoir avoir un aperçu de cette nouvelle fonctionnalité, de cette nouvelle couche géospatiale. Et puis, on continue à faire les mises à jour justement chaque mois et chaque 6 mois avec plus de fonctionnalités. Alors aujourd'hui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On est ici pour répondre à vos questions. Et si vous avez des idées ou que si vous pensez qu'il y a des fonctionnalités qui pourraient vous aider encore plus, on est toujours à l'écoute pour avoir du feedback finalement. Alors, des questions, des suggestions, n'hésitez pas à nous laisser savoir. Et puis, avant de donner la parole à Sherry, je vais juste vous faire un petit aperçu des fonctionnalités qui font partie des perspectives climatiques, qui font comme les trois piliers principaux. Finalement, on a une carte interactive géospatiale que vous pouvez utiliser pour regarder les données climatiques avec des couches de socio-économiques, d'informations socio-économiques et d'infrastructures là-dessus. On a aussi un localisateur de solutions. C'est un outil pour vous aider à trouver des solutions, pour vraiment vous aider dans le parcours pour trouver des solutions. Alors, en répondant à des questions, on vous dirige là où on pense que vous allez pouvoir trouver ce que vous cherchez. Et on a aussi une bibliothèque avec plusieurs filtres pour vous aider à trouver ce que vous avez besoin en termes de ressources, d'outils, normes, guides, etc., sans avoir besoin de passer par le localisateur de solutions. Alors, si vous voulez vraiment avoir un aperçu de tout ce qu'il y a sur la plateforme, vous pouvez utiliser la bibliothèque. Mais on en rajoute toujours. Euh, et puis, ben, juste brièvement, enfin, j'ai une coupe d'images ici. Ça, c'est un aperçu de la carte, mais on en rajoute. Alors, Sherry va vous en parler, et Émilie aussi, plus tard. Ça, c'est un aperçu des solutions, de notre localisateur de solutions. Ici, vous pouvez voir les sortes de questions. C'est assez facile à répondre, finalement. Et puis, un aperçu de la bibliothèque. Et comme vous voyez dans la marge à gauche, il y a plusieurs filtres que vous pouvez utiliser pour trouver exactement ce dont vous cherchez. Euh, on a rajouté un filtre cet été qui n'est pas ici sur l'écran, mais pour aider à trouver des ressources spécifiquement pour les logements et acheter des logements ou trouver des ressources pour aider à bâtir plus de logements. Alors, avec ça, je crois que on va commencer à faire l'introduction des nouvelles fonctionnalités. Alors, avec le petit aperçu de terminer, je vais passer la parole à Sherry. Alors, j'ai arrêté de partager mon écran. Et puis, Sherry, à toi de nous parler des nouvelles fonctionnalités les plus récentes. D'accord. Tu veux que je vais partager mon écran? Merci. Euh, c'est la même présentation, mais je vais conduire moi-même. Alors, bienvenue tout le monde. On est tellement content d'avoir le lancement de notre troisième version de perspective climatique et on est excité parce qu'il y a beaucoup de nouvelles fonctions qu'on trouve que sont vraiment vont ajouter à soutenir vos décisions à propos de l'équité, de les infrastructures et de vos risques. Alors, um, des gros nouveaux outils et la grosse nouvelle fonction, c'est vraiment récemment, c'est vraiment une couche sur la précarité énergétique. On va en parler un peu dans un petit bout. Puis aussi, on a ajouté une évaluation rapide des risques. C'est un outil qui est dans la plateforme que vous pouvez suivre vous-même avec des informations qu'on vous provide, on vous donne à propos d'un autre outil qui c'est le profil d'aléas climatique. Et aussi, on a pour mieux comprendre comment les risques et les aléas ont des conséquences sur vos projets ou vos infrastructures. On a aussi une nouvelle section dans la page d'apprentissage qui parle à propos de ces répercussions climatiques sur vos projets. Alors, je vais aller un peu vite parce que je sais qu'il n'y a pas toujours beaucoup de temps. Est-ce qu'on change? Voilà. Alors, on va commencer sur la carte des aléas climatiques. Et la carte, la nouvelle couche qui est vraiment, vraiment nouvelle, c'est, on va en parler un peu,
la précarité énergétique, mais avant ça, on a aussi sur la carte, avant, on pouvait juste voir les aléas, puis on avait 4 couches de socio-économiques qui vous informent vos décisions, mais on a une nouvelle maintenant, c'est la précarité énergétique. Et aussi, si vous ouvrez une de ces petites fenêtres pour voir différentes données climatiques, les différentes données socio-économiques, il y a aussi un lien pour voir votre profil d'ALIA, pour votre aire de diffusion toi-même. Et on va vous montrer ça tout à l'heure, mais vous pouvez télécharger ça comme PDF. C'est pour tous les alias qu'on discute sur la plateforme déjà, et vous pouvez la télécharger, vous voulez la sauvegarder dans votre compte, puis tout ça. On va en voir dans un petit bout. Je crois Anne-Marie va vous démontrer un peu comment ça marche. Ça, c'est les profils d'ALIA. Alors, on a des limites là-dessus. C'est vraiment, vraiment un outil informé par beaucoup de données nationales, mais on a parce que c'est un prototype, parce que de nouvelles informations, nouveaux modèles, on a des limites. Alors, ça traite à propos des données climatiques seulement. Alors, ça ne traite pas vraiment de l'état de vos infrastructures. Alors, si vous avez une capacité actuelle qui est limitée et ou n'est pas au courant, ou l'état de vos infrastructures sont un peu réduites, il faut vérifier les scores qu'on vous donne basés sur juste les données climatiques dans notre modèle avec vos connaissances locales. Alors, il faut faire ça. Pour les feux incontrôlés, vu qu'on a les données par aire de division, parfois il y a des régions qui ont des probabilités plus hautes parce qu'ils ont des régions naturelles juste à côté des régions urbaines. Alors, peut-être vous êtes dans une région urbaine qui a une probabilité plus basse, peut-être c'est un 2 ou un 1 parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres ou beaucoup d'espace naturel dans votre municipalité, mais à côté, vous savez qu'il y a un forêt juste à côté ou dans les environnements, dans les environs, et la probabilité est plus haute. Il va falloir peut-être utiliser cette probabilité-là. Alors, ça, c'est juste les limites du modèle qu'on a au présent. Et aussi, on connaît parce qu'on utilise notre carte. Si vous avez déjà utilisé la carte sur la plateforme, l'aire de diffusion, c'est calculé à grande échelle. Alors, si vous êtes au nord et ça couvre, vous n'êtes pas dans une région désignée comme une région de pergélisol, mais vous connaissez qu'il y a des petits endroits là-dedans qui ont les endroits de pergélisol. Va falloir utiliser vos connaissances locales. Alors, on améliore nos données tout le temps, on améliore nos contenus tout le temps. Alors, il faut vraiment vérifier qu'est-ce qu'il y a là-dessus avec vos connaissances locales, mais c'est quelque part pour commencer. Ça vous donne quelque part pour commencer. Et Anne-Marie va vous démontrer ça tout à l'heure pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Oh, ça, c'est une démonstration en anglais. Désolée, je n'ai pas changé la photo, mais on va le voir tout à l'heure. L'évaluation rapide des risques, c'est vraiment une évaluation rapide comparée à d'autres systèmes d'évaluation, comme nous autres, on a le BARC, on a PIBC, qui font des évaluations vraiment compréhensives. Celui-là, ça vous prend moins de temps que ça, pas 6 mois ou un an. Ça vous prend peut-être un jour, peut-être 2 jours. Ça prend juste assez de temps pour avoir les informations de votre équipe à l'intérieur de votre municipalité. Alors, c'est qui a des informations, ça va prendre, si vous connaissez vraiment votre municipalité ou votre collectivité, vous pouvez répondre à toutes les questions, c'est bien. Si vous avez besoin de parler à d'autres pour vos réponses, peut-être ça prend un peu plus de temps, mais c'est vraiment moins de temps qu'une évaluation plus compréhensive. Alors, c'est pas fait 5 minutes, mais c'est pas un mois ou 6 mois.
Ça couvre les actifs de logement et des groupes de logement dans un quartier aussi. Ça, c'est nouveau pour nous autres. Les bâtiments publics ou et des transports, les systèmes de transport et les fonctions des eaux potables et eaux usées. Les aléas inclus, comme pour le restant de la plateforme, sont la chaleur extrême, pare-sol, les feux incontrôlés et les inondations. Um, et c'est populé, ces numéros-là sont populés par les scores sur le profil d'Alia que je parlais tout à l'heure. OK, ça, c'est vraiment nouvelle couche que j'ai mentionnée 5 fois déjà parce qu'on est vraiment excité pour des informations ici. On a fait un partenariat avec Efficacité Canada et c'est une nouvelle couche qui identifie les régions qui sont susceptibles à la précarité énergétique. Alors, ça, c'est ce que veut dire, c'est les occupants de chaque ménage n'ont pas l'énergie ou n'ont pas les moyens d'accéder, d'avoir l'énergie nécessaire pour soutenir le bien-être de chez eux. Alors, on identifie les régions où le pourcentage est vraiment élevé de gens qui vivent dans un ménage qui n'ont pas les moyens pour payer leur billet d'énergie. C'est vraiment ça. Ça aide à prioriser, ça aide les municipalités et les collectivités à prioriser des programmes sociaux, peut-être les programmes pour aider et encourager réduire leur consommation énergétique et à faire ça. Et on est vraiment excité que ces informations sont disponibles sur notre carte. Et on est ravis que Emily est ici aujourd'hui pour en parler à propos de ça pour la part d'Efficacité Canada. L'autre petite affaire, c'est vraiment petite, mais l'autre outil qui peut supporter vos informations, c'est des cartes ou les pages qui parlent à propos des répercussions climatiques. Alors, on inclut, comme d'habitude, toutes nos infrastructures qui sont traitées sur la plateforme. Ça donne un aperçu de les impacts ou les répercussions des aléas sur chaque type d'infrastructure ou d'actifs. Alors, on peut voir ça sur la plateforme vitement. Et ça, c'est mon aperçu pour vraiment. Je vais le passer maintenant à Anne-Marie pour vous montrer comment les nouvelles fonctions de l'évaluation rapide des risques et le profil d'Elia sont démontrées vraiment sur la plateforme. Bonjour à tous, merci d'être là. Alors, je m'appelle Anne-Marie Legault, j'essaie juste d'avoir l'autorisation pour partager. Pas encore arrivé que c'est possible de... Anne-Marie, on voit la carte sur l'écran. Moi, je Oui, vois. voyez-vous? Vous le voyez? Ah, génial! Parce que je vois pas super bien. Donc, vous voyez mon écran. Elle vient de partir. Non, c'est parce que c'est moi qui n'ai pas arrêté de Ah, partager. ok. C'est à toi C'est maintenant. ça. Fait que là, maintenant, là, c'est Ouais. moi qui partage. Parfait, parce que je veux comme faire un petit cheminement, là. Donc, je suis Anne-Marie Legault, je suis la gestionnaire du Bureau du Québec. Je suis vraiment contente d'être là. Étant la seule représentante de Perspective climatique au Québec, je suis vraiment contente de pouvoir vous montrer un peu les outils de base, parce que c'est un outil que j'utilise énormément. Puis je pense que toutes les municipalités au Québec gagneraient vraiment à profiter de cet outil-là. Donc, je suis là pour vous orienter à certains égards. Donc, voici la page d'accueil, cette merveilleuse page d'accueil-là où Sherry vous a tout montré, les tenants et les aboutissants, mais moi, je veux vraiment me concentrer sur la carte de base en tant que telle. Donc, en haut à droite, il y a il y a une petite place où est-ce qu'on peut cliquer sur la carte, mais aussi en bas à droite, explorer les cartes. Donc, obtenir des données géospatiales. Alors, c'est là que je vais vous diriger. Alors, il y a toujours un petit truc genre, avez-vous compris? Oui, oui, j'ai compris. Alors, j'y vais. Donc, pour commencer, normalement, ils vont nous demander des choses parce que sinon, c'est tout le Canada au complet qui est sollicité. Moi, je donne Longueuil comme exemple là, parce qu'il y a plein de choses, le fun qui se passe à Longueuil. Puis, voilà, automatiquement, l'outil géospatial nous projette dans Longueuil. Donc, vite, vite.
Sur l'écran, on a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, encore une fois, si je vais trop vite, levez votre main, dites-moi d'arrêter, coupez-moi. Mais en gros, ce qu'on a ici, c'est qu'on a l'indice de vulnérabilité sociale. Toutes les méthodologies des couches sont sur le site. Donc, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Tout est bien expliqué de manière simple et claire. Donc, on voit rapidement le patchwork par aire de diffusion. Donc, aire de diffusion, c'est vraiment chaque espace qui figure dans les listes électorales quand vous allez voter. Chaque boîte, c'est une aire de diffusion. Donc, c'est comme ça qu'on divise le territoire du Canada au grand complet. Alors, par défaut, la carte vous amène sur cette couche-là avec les couches socio-économiques. C'est sûr que vous pouvez jouer longtemps avec ça et dire, ah ben non, moi, je veux pas voir les couches économiques, je veux voir les jours avec une température maximale supérieure à 30 degrés. Puis, je veux faire ça dans l'avenir 2071-2100. Fait que là, j'ai fait ça. Oups, voyez-vous? OK. Fait que là, ça nous donne une idée. Là. Il y a toujours par défaut la liste des pistes cyclables et la liste des pistes euh, des sentiers, finalement. Donc, ça, c'est toujours par défaut, mais vous pouvez changer ça aussi. Donc, voyez-vous, on est dans le foncé. Donc, on sait que d'ici 2071, là, on risque d'avoir plus de 70 jours avec une température supérieure maximale, supérieure au maximal à 30 degrés. Donc, des heures de plaisir ici pour vous. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de trucs au niveau des couches d'infrastructure, là, les ponts, les tunnels, les infrastructures de gestion des déchets, les infrastructures d'eau pluviale. Ça, c'est toutes des couches de données qui sont publiques et accessibles à tous. Ce ne sont pas des données privées, ce sont des données qui sont publiques. Alors, garochez-vous, prenez-les. Elles sont là pour vous. Donc, en gros, c'est ça. Fait que, admettons qu'on est on est à Longueuil encore. Vous voyez, il y a beaucoup de rouge. C'est pour ça que j'aime Longueuil, parce que c'est proche de Montréal, il y a beaucoup de rouge. Puis, je décide de choisir une aire de diffusion qui m'intéresse, genre, OK, moi, j'habite là, maintenant. Là, je clique sur ça. Là, automatiquement, il y a un petit pop-up qui arrive en bas à droite. Est-ce que vous le voyez? Oui? Good, all right. Donc, indice de vulnérabilité sociale 2021, ça, c'est toutes les données méthodologiques là, que vous pourrez lire plus en détail. Donc, ça vous donne l'information sur l'aire de diffusion. Alors, si, attends, je vais recliquer. Oups, je vais recliquer dessus. OK, fait que là, voyez-vous, je vais cliquer sur le profil d'aléa. Alors, sur le profil d'aléa de cette aire de diffusion-là, on a le numéro d'aire de diffusion, la population, le code postal, le titre du recensement. Ensuite, j'ai une petite carte de qu'est-ce que c'est. Et puis là, on a une cote de probabilité d'aléa. Donc, on n'est pas dans l'évaluation de risque. Ça, c'est mon collègue qui va s'occuper de ça, de vous présenter ça rapidement dans les prochaines minutes. Donc, on vous donne rapidement la probabilité que cet événement-là, que cet aléa-là survienne et dans une échelle de 1 à 5, 5 étant le plus probable. Alors, chaleur extrême, ce sont des données pan-canadiennes qui sont facilement accessibles. Inondation, de plus en plus, je sais que Sherry vous a mentionné là, dans les prochaines années, ou Kernis, dans les prochaines années, on va vraiment beaucoup documenter ça, notamment au niveau du pluvial, ça s'en vient. Le fluvial, on est beaucoup avancé quand même au Québec là-dessus. Donc, voyez-vous, dans cette terre de diffusion-là, les probabilités d'inondation sont comme vraiment élevées. Alors, donc, je vous cache rien, je vais vous dire qu'à Longueuil, il y a des enjeux d'inondation. C'est connu. Alors voilà, ça survient très, très facilement ici. Le dégel du pergélisol, ben ça, c'est un default là, pour le Canada, mais il y a pas beaucoup de pergélisol dans les zones habitables du Québec. La majorité des zones habitables du Québec n'ont pas de pergélisol. Fait que, voyez-vous, c'est gris avec des petites barres. Les feux incontrôlés, on est quand même à 2, ce qui est surprenant, mais quand même, c'est quand même bas. Donc, la petite couleur verte vous indique que c'est quand même moyennement faible, etc. J'en ai fait d'autres. Profil d'aléa, ça, c'est Longueuil encore. Longueuil encore, j'aime vraiment beaucoup Longueuil. Ah, Manicouagan. Alors voilà, je vous ai donné Manicouagan parce que c'est sur la côte nord, c'est une région vraiment éloignée pour vous donner une autre idée de qu'est-ce que ça pourrait être au niveau de la chaleur extrême. Donc, c'est une région justement nordique éloignée, donc qui va passer de chaleur moyenne à chaleur quand même assez élevée d'ici les 40 à 70 prochaines années. Le risque d'inondation est quand même élevé, mais pas aussi extrême qu'à Longueuil. Les feux incontrôlés non plus. Fait que d'une aire de diffusion à l'autre, partout à travers le Canada, je vous ai mis le quartier de la ville de Québec. OK, il n'y a pas vraiment de nom de quartier ici, mais on est proche de l'autoroute du Var-Laurier. Donc, encore une fois, vous voyez un peu le genre de probabilité, de code de probabilité que vous avez. Donc, ce sont
des données qui ont été généralisées basées sur des grosses bases de données, comme Sherry vous expliquait. Donc, c'est pas parfait, mais ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Ah oui, OK, je travaille avec mon consultant, puis là, ce consultant-là, il veut vraiment comme pousser tel truc, mais moi, je veux vraiment valider au niveau local, est-ce que c'est bel et bien le cas, puisque je peux aller documenter ça d'un point de vue local. Donc, c'est vraiment pour vous partir. C'est un peu comme une bougie d'allumage, d'analyse de risque, là. Tu sais, ça vous starte, puis ça vous permet de vous aligner sur les bonnes choses. Donc, j'allais m'arrêter là parce que c'est sûr que je pourrais continuer pendant des heures, mais je sais qu'on veut laisser le temps aux autres, donc j'arrêterai maintenant. Ça vous va? Super, merci Anne-Marie. Alors, à partir d'ici, on va vous parler un peu plus de, je crois, la nouvelle couche géospatiale. Alors, Émilie, à vous la parole pour nous parler un peu plus de... À ouais, mon de... tour. Oui, à vous. Merci. Je me souviens plus. Ah oui, OK. Merci, chérie. Donc, bonjour, je m'appelle Émilie et oui, je suis ici pour vous présenter un peu à propos de la couche sur la précarité énergétique que Efficacité énergétique Canada a eu la chance de ajouter à la carte qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, Efficacité énergétique Canada, on est un organisme à but non lucratif qui œuvre de partager des meilleures études en matière d'efficacité énergétique dans une volonté d'améliorer la productivité de l'économie, la durabilité de l'environnement et la justice sociale au Canada. Donc, cette couche sur la précarité énergétique permet de mieux comprendre où se trouvent les ménages qui risquent de ne pas avoir accès à une énergie abordable ou adéquate pour vivre dans des conditions saines et confortables dans leur résidence. Donc, premièrement, qu'est-ce que la précarité énergétique? Euh, il n'y a toujours pas une définition officielle au Canada, mais on parle généralement d'un ménage en précarité énergétique lorsqu'une part disproportionnée de son revenu sert à payer les factures d'énergie ou lorsqu'il n'y a tout simplement pas accès à une énergie suffisante pour assurer le bien-être. Donc, on sait que les aînés, les locataires, les familles monoparentales et les nouveaux arrivants sont plus susceptibles d'être touchés par la précarité énergétique. Et avec les changements climatiques, comme les vagues de chaleur, le froid extrême, cette réalité devient aussi un enjeu de santé publique assez importante et de résilience locale. Donc, la méthodologie en bref de cette partie de la carte. Donc, moi, je suis dans l'équipe de l'engagement. Là. Je suis pas la personne qui a offert les données à Éclé, mais je vais vous dire ce que j'en sais. Puis, si vous avez des questions plus spécifiques, je pourrais vous mettre en contact avec la personne de mon équipe. Donc, ces données-là sont venues du recensement de 2021 de Statistique Canada. On y combine des variables sur le revenu et sur les dépenses d'énergie pour calculer la part du revenu après impôt consacré à l'énergie. Donc, on considère qu'un ménage est en précarité énergétique lorsqu'il dépense plus de 6 de son revenu après impôt pour ses factures d'énergie. Donc, c'est vraiment il y a beaucoup de personnes là, qui se mettraient dans cette définition-là. Ces données-là ont été regroupées à l'échelle des plus petites unités géographiques du recensement, puis classées sur une échelle de 1 à 5, où 5 représentent les zones avec la plus forte proportion de ménages en précarité énergétique. Donc, peut-être qu'on pourrait mettre une région sur la carte. J'ai remarqué qu'à Longueuil, il y a des aires de diffusion qui, euh, qui sont en situation assez extrême où il y a beaucoup de maisons ou de logements qui sont en situation de précarité énergétique. Donc, évidemment, il y a des limites et des angles morts. Comme toujours, les données, ça ne représente jamais toute l'histoire. Euh, les données incluent seulement les ménages qui paient et qui déclarent leur facture d'énergie. Donc, beaucoup de locataires sont exclus, notamment ceux dont le chauffage est inclus dans le loyer. Et ils pourraient tout de même être en situation où ils n'ont pas accès à suffisamment d'énergie pour assurer leur bien-être chez eux.
Les données ne couvrent pas non plus les ménages qui se chauffent avec d'autres méthodes de chauffage, comme le bois de chauffage, dans plusieurs régions rurales où j'habite, en Colombie-Britannique. Euh, tous mes voisins, toutes mes voisines chauffent avec le bois de chauffage, puis on peut imaginer qu'avec l'âge ou les problèmes de santé, ces ménages-là peuvent avoir plus de difficultés à aller chercher leur bois de chauffage ou aller le couper eux-mêmes. Donc, ces ménages-là seraient inclus dans une définition un peu plus inclusive là, de la précarité énergétique, mais qui ne seront pas démontrés dans les données de Statistique Canada. Donc, la carte ne démontre pas toutes les situations de précarité et c'est simplement parce que ça ne peut pas toujours être mesuré. Ces données peuvent être utilisées de toutes sortes de façons. L'intérêt de la couche, c'est de vraiment pouvoir orienter les programmes d'efficacité énergétique ou d'aide financière directe, là, sans forcément demander aux ménages de déclarer leurs revenus. Donc, par exemple, une municipalité ou un partenaire d'efficacité énergétique pourrait décider de cibler certains codes postaux à forte incidence de précarité énergétique. Donc, si on voyait sur la carte un quartier là, où c'est 5 sur 5 en matière de précarité énergétique, on pourrait décider d'offrir des programmes gratuits ou à faible coût dans ce code postal-là ou dans cet environnement-là. Bref, c'est un outil de repérage et de dialogue à croiser avec la connaissance du terrain et l'expérience des communautés. Où j'habite, on n'est pas à 5 sur 5, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui chauffent leur maison au bois de chauffage, ça serait quand même vraiment apprécié dans mon quartier d'avoir accès à des programmes d'efficacité énergétique à faible coût. Donc, juste pour un exemple. Donc, voilà, cette couche de données nous aide à mieux voir et trouver les vulnérabilités dans nos communautés, mais c'est à nous d'y répondre avec des solutions vraiment localisées et équitables, accessibles dans tous les quartiers qui en ont besoin. Donc, voilà, comme je vous disais plus tôt, je suis pas l'experte en termes de méthodologie et de le côté scientifique, mais si vous avez des questions, je peux essayer de répondre ou vous pointer vers ma collègue. Merci mille fois, Émilie, pour nous discuter ça. Si vous voyez sur la carte, je l'ai démontré où on peut trouver sur la carte, parce que je vois qu'il y a une question là-dessus. Si vous allez à la carte ici en haut ou de la page d'accueil, cliquez sur la carte géospatiale. Ici à gauche, on peut voir qu'il y a des différentes couches ici, couche climatique et socio-économique. Faut ouvrir ça juste avec la petite flèche en bas ici, puis ouvrir les couches socio-économiques. Et c'est la troisième ici parce que c'est en ordre alphabétique. Alors, il faut juste allumer ce petit bouton-là, puis ça vous donne l'indice de précarité énergétique. Et Émilie, elle parlait tout à l'heure qu'il y a des régions, des aires de diffusion dans la région de Longueuil qui ont les indices plus hauts. Ici, j'ai cliqué ici, c'était plus foncé ici. Alors, on voit ici que l'indice de précarité énergétique, c'est à 4 dans cette région ici, ça veut dire que 29% des ménages dans cette aire de diffusion-là vivent avec la précarité énergétique. Je crois peut-être que vous pourriez arrêter de partager l'écran juste Oui. pour recommencer. Peut-être que ça va aider. Et entre-temps, merci beaucoup, Émilie, pour la présentation. Et pour finir, ben, on peut revenir aussi à ton écran, Sherry, plus tard pour commencer la séance questions-réponses. Peut-être qu'on peut faire un petit comme où trouver la nouvelle couche géospatiale. Mais entre-temps, Trevor, je vous passe ta parole maintenant. C'est à votre tour de nous parler un peu de la trousse climat, d'infrastructure et logement et collectivité climatique. Alors, à vous la parole. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Je me présente. Mon nom, c'est Trevor Mockley. Je suis un analyste des politiques chez Logement, Infrastructure et Collectivité Canada. Personnellement, moi, je suis un des représentants du Centre de soutien climatique.
Le centre de soutien climatique, c'est un des 3 piliers de service qui est offert avec la trousse des outils climatiques. Donc, les 3 piliers, essentiellement, on a le centre de soutien. On a aussi la plateforme ECLIC, où vous avez eu la présentation de mes collègues ici. Puis, on a aussi la liste d'experts qui est administrée par l'Institut urbain du Canada. Donc, ça, c'est vraiment une liste d'experts qui se veut un peu de faire un jumelage entre des experts en infrastructure et climat et les communautés de moins de 30 000 habitants et aussi qui ont un projet spécifique en tête et qui aimeraient avoir un peu des options pour incorporer la résilience climatique dans leur projet. Mais je ne vais pas parler trop de ça aujourd'hui. Je vais parler un peu plus du centre de soutien. Je vais juste faire un petit partage d'écran. Donc, le centre de soutien, officiellement, on a débuté d'offrir nos services depuis octobre 2024. Donc, ça fait déjà un peu plus d'1 an officiellement qu'on offre des services. Vraiment, nous, on est un service direct aux communautés. Donc, on répond aux questions qui sont soumises directement par les municipalités au travers le Canada. Pas nécessairement juste aussi des municipalités. Des fois, on va travailler aussi avec des ONG et autres choses comme ça. Donc vraiment, nous, on est un centre que les communautés peuvent nous demander des renseignements, des ressources, des outils pour faciliter l'intégration des mesures à faible émission de carbone, l'intégration de la résilience climatique dans leurs projets d'infrastructure. On offre aussi des conseils sur l'utilisation des outils, des ressources spécialisées. Donc, par exemple, la map sur ECLI, on est tout le temps capable d'offrir un soutien à la clientèle, aux municipalités, si jamais ils aimeraient avoir du support pour être capable de naviguer au travers les multiples couches. Donc, on peut tout le temps offrir ce genre de service-là. Mais dernièrement, le gros de notre travail, ça a été de donner un gros soutien aux communautés qui avaient soumis des demandes de financement auprès du gouvernement fédéral. Donc, beaucoup de programmes fédéraux qui avaient des critères environnementaux. Donc, pour aider les communautés à rejoindre ces critères-là, les satisfaire, on était capable de éclaircir un peu les critères, puis aussi leur offrir un soutien à comment articuler ça dans leur demande de financement. Là, pour le moment, on est un peu dans une transition. Effectivement, on a un nouveau gouvernement avec un nouveau budget, donc ça reste à voir quel genre de rôle qu'on va jouer dans les programmes de financement au niveau fédéral. Mais toutefois, vous pouvez tout le temps nous écrire pour des raisons concernant le climat et l'infrastructure ou les projets qui concernent votre communauté. On n'est pas seulement en train d'aider les gens qui soumettent des demandes de financement. C'est assez facile de nous rejoindre. La façon la plus populaire, on a un formulaire en ligne. Donc, le formulaire en ligne, c'est ça qu'on va encourager nos clients plutôt d'aller soumettre leurs demandes parce que le formulaire tel quel va vous demander quelques questions juste pour nous aider au centre de soutien pour savoir c'est quoi le projet que vous avez en tête, c'est quoi peut-être les risques climatiques qui vous sont proches et tout ça. On a un téléphone aussi. Là, je vous cache pas, si vous appelez, c'est pas quelqu'un qui va vous répondre. Ça va être une boîte vocale dans laquelle vous pouvez laisser votre message et on va vous rappeler. Puis on a aussi une boîte courriel si vous préférez juste simplement nous écrire un courriel. Puis autant qu'on a ces 3 façons-là, on peut aussi, et on le fait assez régulièrement, on peut céduler des rencontres virtuelles aussi. Donc, c'est quand même très commun chez nous de se faire des rencontres avec les municipalités pour vraiment prendre le temps de discuter avec eux, avoir une meilleure compréhension des enjeux qu'ils font face, puis voir un peu comment le centre de soutien est capable de les soutenir tout autour. Ah, et voilà. Donc, rien de mieux que d'illustrer ce qu'on fait que par des exemples de cas. Donc, j'ai pris quelques cas. J'ai pris 2 cas qu'on a fait la dernière année. Là, effectivement, j'ai enlevé les données qui auraient identifié ça. Mais par exemple, on a eu un MRC qui nous a écrit pour vraiment recevoir soutien et des conseils quant à l'identification des aléas climatiques pour le développement de leur plan d'adaptation. Donc, eux vraiment étaient vraiment au début de ce développement du plan d'adaptation. Et étant donné aussi que c'était une municipalité qui n'avait pas nécessairement une grande capacité interne, ils cherchaient un peu voir s'il n'y avait pas un service qui était capable de les aider, donc un service gratuit en plus. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a eu une rencontre avec eux telle quelle. Donc, on a discuté avec eux pour savoir vraiment qu'est-ce qui les intéressait, qu'est-ce qui était vraiment le plus leur priorité.
Ensuite, on les a fait un partage de ressources et de guides pour compléter leur analyse des risques climatiques. Donc, nous, les ressources qu'on utilise, surtout pour les communautés québécoises, c'est les plans d'adaptation d'Uranos, mais aussi le protocole d'ingénierie du CVIIP, ou en anglais le PIVC Protocol, si jamais ça vous dit quelque chose. Puis on a aussi fait un partage de ressources pour l'obtention des données climatiques. Donc, des fois aussi, il y a la question de est-ce que les données climatiques qu'on a sont fiables? Est-ce qu'ils sont bons à utiliser pour leur projection aussi pour la fin du siècle? Donc, nous, quand même, on agit comme un genre de centre qui est capable de pas déterminer, mais qui aide un peu à faire le tri dans ce qui est de ressources fiables et ce qui est peut-être un peu moins fiable. Donc, on va souvent recommander, par exemple, le site web de données-climatiques.ca. Mais aussi des fois, puis ça arrive quand même assez fréquemment que les gens tels quels qui travaillent pour cette municipalité-là ne savent peut-être pas nécessairement qu'il y a déjà eu une analyse de risque qui a été complétée. C'est peut-être pas là, au niveau de leur communauté, ça peut être des fois au niveau plus régional. Mais souvent, on est capable de faire un peu la recherche background en arrière pour être capable de leur fournir ça, ce qui leur donne vraiment de la bonne information et des bonnes pistes aussi à suivre. Un autre cas un peu plus différent, donc je suis sorti du Québec pour aller plus au Nunavut, donc vraiment là, ici, on parle d'une municipalité d'environ 5000 habitants, donc pas une grande capacité interne, mais eux, ils cherchaient essentiellement de l'information sur les impacts du dégel et du pergisol sur les infrastructures tout au cours de leur durée de vie et quelques recommandations pour des sources de données climatiques fiables afin qu'ils soient capables d'évaluer leur niveau de risque. Donc, en gros, on a fait un gros partage des ressources qu'on avait sur le dégel du périsol. On a partagé une cartographie à l'échelle nationale sur les conditions, sur des données sur le nombre de jours projetés, des jours compétitifs au-dessus de 0 degré, donc ce qui est un indicateur critique quand on parle de la dégradation du pergélisol. Puis on a aussi été capable de trouver des études de cas sur l'évaluation de la stabilité du périsol et l'application de ces résultats euh, à la planification des infrastructures. Donc, en gros, c'est juste le genre de soutien va clairement varier de communauté à communauté. C'est certain que les grosses communautés ou les grandes villes au Canada vont peut-être pas nécessairement avoir le besoin de nous rejoindre au centre de soutien. On est vraiment peut-être plus visé vers les communautés qui ont une capacité un peu plus inférieure. Toutefois, ça vous perdez rien. On est un service gratuit, puis nous, ça nous fait un plaisir de faire de la recherche pour vous, pour les communautés, puis vraiment pour vous aider à incorporer la résilience climatique dans vos projets d'infrastructure. Donc, sur ce, je vais céder la parole. Ouais, merci beaucoup. Et ouais, il n'y a rien à perdre, c'est sûr. C'est plein de services gratuits qui sont vraiment là pour aider les collectivités à adresser les changements climatiques et aussi le besoin de bâtir plus de logements et d'infrastructures prêts pour ce qui s'en vient pour nous. OK, alors merci beaucoup pour les présentations. On va commencer la séance questions-réponses. Mais avant de commencer, maintenant qu'on a fini les présentations, j'aimerais inviter Adrienne à mettre les prochaines questions Zoom pour juste savoir si vous connaissez mieux perspective climatique maintenant que vous avez eu la chance d'écouter les présentations. Alors, de 1 à 5, est-ce que ça a changé? Et puis, est-ce que vous pensez prévoir pouvoir utiliser la plateforme à l'avenir? Alors, on vous donne un moment pour répondre à ces questions, nos questions à nous. Et puis, on vous donne aussi un moment pour poser vos questions dans le chat si vous en avez. Et c'est sûr, on a des experts ici aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions sur la trousse climat, sur la couche géospatiale, la nouvelle couche géospatiale, ou sur les nouvelles fonctionnalités pour les risques rapides ou les aléas climatiques que Sherry nous a présentés. Oui, et on a aussi reçu quelques questions avant le webinaire, alors on peut toujours commencer avec ces questions-là. Et puis, oui, les personnes qui sont ici peuvent demander leurs questions en direct. Alors peut-être on peut commencer avec la première question ici. C'était à qui s'adresse le nouvel outil d'évaluation rapide des risques?
Et est-ce qu'il y a un soutien prévu pour les petites collectivités qui n'ont pas les moyens technologiques d'interpréter les résultats? Ben, moi, je vais répondre à ça. Merci, Adrienne, pour ça. On a vraiment passé vraiment vite à côté de, sur l'évaluation rapide des risques, qui n'est pas si rapide qu'on pense, c'est pas 5 minutes. Mais si c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas les moyens ou n'ont pas de budget ou ne savent pas où commencer pour évaluer le risque ou qui veulent cibler leur évaluation de risque sur un ou quelques alias ou un ou quelques projets individuels. C'est pas visé pour remplacer le PIVC ou une évaluation plus extensive comme BARC ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment pour ceux qui font les planifications et ceux qui font la gestion, l'aménagement des actifs. Je partage mon écran parce que juste pour vous donner un petit aperçu de ce que ça veut dire, comment ça démontre sur la plateforme. On peut choisir les actifs. On va faire vite les actifs de transport existants. Et il faut, pour les endroits de test, je vais trouver Longueuil sur la carte ici, si ça marche. Longueuil. Voilà. Oh, je l'ai mal appelé. Voilà. Voilà, et ça va, comme Anne-Marie a démontré tout à l'heure, ça accède vraiment directement au profil d'Aléa et c'est populé automatiquement, c'est autopopulé ici. On dit Longueuil ici. Ici, il y a des petits tips ici aussi, pour expliquer comment remplir les affaires ici. Alors, si vous avez des problèmes ou des questions, il y a beaucoup de petites cercles ici qui donnent des petits avertissements ou les petites aides pour remplir les informations. Ici, on a les alias qui sont déjà autopopulés. Alors, faut pas avoir beaucoup d'informations. Puis, quand on dit au suivant, ça vous donne des probabilités actuelles et approches à la fin de la vie utile. Puis, si vous avez des informations locales ou si vous avez des connaissances locaux, c'est là où vous pouvez demander à votre équipe de votre collectivité pour répondre à ces questions-là. On n'expecte pas que tout le monde peut répondre à ces questions, mais c'est des questions pour vous inciter à comprendre mieux vos risques et les impacts, les conséquences sur les différentes sections ici. Alors, il faut juste choisir, après avoir répondu à vos questions, c'est quoi le taux ou le score pour votre municipalité, pour chaque alia. Puis à la fin, vous avez un rapport, une sommaire de tous vos risques. Alors, c'est vraiment ciblé pour ceux qui travaillent dans la municipalité, pour leur inciter à parler à leurs collègues, ramasser des informations et utiliser leurs informations locales. Et si vous avez besoin d'aide sur ça, Trevor et ses collègues au centre de soutien sont tous entraînés dans ça aussi. Alors, ils peuvent vous aider aussi avec les informations supplémentaires. Super, merci Sherry. Adrienne a partagé les questions qu'on a reçues avant l'appel. Alors, j'en ai une couple de plus ici. Une autre question, c'était sur les aléas climatiques. Alors, est-ce que le nombre d'aléas climatiques couverts par l'outil d'évaluation rapide des risques sera élargi? Et est-ce que ça va inclure des aléas non climatiques comme les risques sismiques ou d'autres risques naturels? C'est moi encore, j'espère. Ça a l'air. Alors, oui, on va améliorer et augmenter nos informations avec les années qui suivent et les lancements qui suivent. On a encore, comme vous a montré, Kernes vous a montré la chronologie tout à l'heure, on a encore
quatre lancements et versions de notre plateforme. Alors, on améliore et on ajoute les alias qui sont qu'on a des données pour et sur la vie de nos utilisateurs. Alors, s'il y a quelque chose que vous voulez ajouter, qu'il y a quelque chose qui vous manque, nous avertir de ça. Puis, si beaucoup de gens voient qu'il y a beaucoup de gens qui veulent un allié particulier ou pour plus d'informations sur ça, on va encore la développer. Alors, c'est vraiment développé sur la visoire de nos membres de gouvernance sur notre groupe d'avisoire municipal et sur les questions et les commentaires de nos utilisateurs. OK, il y a une autre question ici qui est un peu spécifique. Je ne sais pas, Sherry, si tu peux la répondre. Et finalement, c'est quelqu'un demande si on peut utiliser les, euh, les résultats de l'évaluation des risques. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour la planification, l'adaptation ou aussi pour les permis ou les processus d'autorisation aussi, les demandes pour trouver des fonds? Alors, à quel point est-ce qu'on peut utiliser, on peut Ouais. utiliser cette fonctionnalité et à quel point est-ce qu'il y a des limites finalement? Oui, ben ça dépend de qu'est-ce que sont les requis ou les demandes de votre municipalité, que sont les réglementaires. Trevor pourra peut-être nous donner un peu de son avis sur les applications, pour les programmes financiers du gouvernement. On essaye de s'aligner un peu avec eux autres, mais pour vos permis et vos requis municipal. On essaye de vous donner qu'est-ce que vous voulez, mais ça, c'est dépendant des demandes de votre municipalité, les lois et les informations nécessaires dans votre municipalité. Ouais, c'est sûr que ça va être ça change de municipalité en municipalité et en fonction aussi des demandes pour trouver des fonds. Mais j'imagine que utiliser soit le centre de soutien aux perspectives climatiques, ça peut être un bon point de départ. Si vous avez des questions, finalement, vous pouvez essayer les perspectives climatiques ou on dit souvent, si vous avez une question, n'importe quelle question au sujet de la trousse, climat, commencez avec le centre de soutien. Faites juste envoyer un courriel ou laisser un message à la boîte vocale et puis Trevor et ses collègues peuvent vous aider, vous pointer dans la bonne direction. Puis il y a aussi une autre question qui est, bon, dont je connais la réponse, mais j'aimerais quand même la poser pour voir si on en rajoute. Mais est-ce que perspective climatique convient aux collectivités des Premières Nations? Oui, Tout court. Tout c'est la court. réponse. Je sais, c'est la réponse courte. Oui, c'est visé pour toutes les collectivités canadiennes et c'est vraiment visé pour les collectivités plus petites, moins que 100 000 gens, la population de 100 000, mais y compris les nations euh, les collectivités indigènes, puis aussi les régions avec plusieurs municipalités là-dedans. Alors, si vous êtes dans une région de Première Nation, vous avez une nation qui a besoin de faire une évaluation de risque, c'est applicable. Et aussi, on a des outils qui sont vraiment visés écrits pour les communautés autochtones. Sur nos outils, sur notre page d'outils, dans notre bibliothèque, on a des études de cas qui présentent les projets là-dessus. Alors, c'est vraiment, on essaie de donner des exemples et des outils qui sont visés pour toutes les différentes sortes de communautés, y compris des communautés autochtones. Super, merci. Euh, alors, ça, c'est les réponses ou les questions qu'on avait avant le webinaire. Je ne sais pas, Adrienne, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat qu'on devrait
Oui, il y en a une. La question c'est, pouvez-vous nous donner une idée des données sur les inondations qui s'en viennent dans les prochaines versions? Une idée des données sur les données. Bien, maintenant, on utilise je crois que c'était une question, Anne-Marie, peut-être tu peux m'aider un peu, mais une question à propos de quelles données on utilise comme proxy ou comme pour évaluer les inondations, le risque des inondations. Et sinon, tu peux me corriger, mais on utilise à ce temps-ci le taux de précipitation de journée avec la précipitation des pluies plus que 20 mm, je crois, par journée, puis le taux le plus haut pour les pour pluies par journée. Um, Si vous en avez besoin en plus de précis, de nombres plus précis, on vous encourage d'utiliser des graphiques IDF puis des affaires comme ça et des connaissances locales. Mais vous pouvez, si vous avez des données que vous voulez voir, um, on pourra les inclure si ça vous donne vraiment plus d'informations sur votre région et les inondations de votre région. Est-ce que j'espère que ça Oui, je répond à pense la que c'est question. juste pour savoir, comme Curtis a dit que dans les 2 prochaines années, il va y avoir du update là-dessus. Comme je suis vraiment curieuse de savoir ben, qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi qu'il y a dans les cartons, sur quoi vous travaillez dans le fond. Est-ce qu'on peut espérer, est-ce qu'on peut rêver, qu'est-ce qu'on peut faire pour les prochaines étapes, où on s'en va, tu sais, sur quoi vous travaillez dans le fond? Oui, c'est ça. Bien, on ajoute vraiment les différents types de données tout le temps. Maintenant, on travaille, ça nous donne un peu à venir. J'avais un dispositif à propos d'avenir, mais on a des mises à jour mensuelles de contenu. En décembre, ça va avoir une mise à jour de contenu à propos des inondations. On a entendu parler qu'il y a des cartes qui s'en viennent, puis il y a des outils qui s'en viennent. Alors, il y aura vraiment une mise à jour avec les inondations comme contenu euh, en décembre. En janvier, on va avoir, oui, et en janvier, on va avoir une mise à jour qui s'adresse aussi, qui va introduire les études de cas uniques qui ne sont pas vues d'autre part sur l'Internet. Alors, ça, on a d'activité à produire ça. On est en train de développer un outil pour calculer et comparer les coûts de construction. Ça, c'est pas par rapport seulement aux inondations, mais c'est pour comparer les coûts de construction et les coûts avertis par les différentes options pour pour la nouvelle construction des maisons puis des infrastructures. Alors, on est en train de développer et voir comment ça va fonctionner, celui-là. Alors, on va voir. Puis aussi, on travaille maintenant avec la compagnie, l'organisation Sustainable Solutions Group, SSG, à propos des modèles d'émissions pour améliorer ça. Puis aussi, il y a un outil euh, utilisation de terrain qu'on essaie de voir comment on peut utiliser ça et comment ça peut supporter nos utilisateurs. Alors, on a des choses en développement, mais parce que c'est itératif, parce qu'on change et on ajoute tout le temps, c'est vraiment basé sur la demande de nos utilisateurs, sur le contexte national. Puis, comme disait Trevor tout à l'heure, maintenant on a un nouveau gouvernement, on a vraiment une demande pour les informations à propos pour les logements. Alors, on a amélioré ça. On va voir qu'est-ce qui s'applique. C'est génial, merci. Musique à mes oreilles, je suis contente. Et puis, ça fait aussi une super belle transition, là. On est en train de terminer finalement, mais en parlant de ce qui s'en vient, on a aussi une grande conférence l'an prochain, le septembre prochain, Adaptation Canada 2026. On va avoir lieu à Toronto du 22 au 24 septembre. Et puis, ça va être une occasion de faire le lancement dans un an. Alors, deux lancements. Dans deux lancements, on va avoir le lancement de Perspectives climatiques à Adaptation Canada. Alors, ça va être un bon moment pour pouvoir y être avec nous puis vraiment utiliser la plateforme. Alors, c'est une invitation, s'il vous plaît.
venez si vous voulez. Il y a aussi un appel aux conférenciers qui est ouvert jusqu'au 30 novembre présentement. Alors, si vous avez des idées, si vous travaillez sur quelque chose de votre côté que vous aimeriez présenter à Adaptation Canada, aussi c'est un petit plug. Et puis aussi, pour finir, je crois que Adrienne va partager quelque chose dans le chat. On a une liste de diffusion pour Perspective climatique. Alors, si vous voulez vous abonner à la liste de diffusion, on vous envoie les mises à jour et aussi des liens pour partager vos suggestions ou faire un feedback pour nous. Alors, s'inscrire à notre liste de diffusion, c'est une façon assez facile de prendre part au développement de la plateforme de manière continue. Alors, avec ça, on est rendu à 1h01, 13h01. Alors, on va vous remercier tout le monde d'être venu vous joindre à nous cet après-midi. Merci encore à tous ceux qui nous ont présenté, qui nous ont offert des présentations aujourd'hui. Et on espère vraiment que vous allez trouver Perspective climatique super utile pour votre travail, que vous allez pouvoir nous dire comment vous l'utilisez. Et puis aussi que vous utilisez les autres outils dans la trousse climat, incluant le centre de soutien. Alors, merci à tout le monde et je vous souhaite un bel après-midi. Au revoir.